et la démocratie. Je dois rappeler donc qu'il y en a 2 semaines de cela, moi qui mentionne la Chine comme un pays extrêmement important qui nous suit, qui peut arriver, qui ne peut pas arriver, si nous les connaissons, qui peut arriver le socialisme aujourd'hui. Donc il y a une follow-up de sa conférence de 2 semaines de cela. Après nous prenons une break là, et dans quelques semaines, on a fait beaucoup de travail de recherche à faire, dans quelques semaines, moi pour faire une autre conférence publique, on a beaucoup d'éléments nouveaux lors l'affaire des Chagos et des Chagossiens. Et je pense qu'il est beaucoup plus intéressant du monde qui, en général, qui est le thème d'aujourd'hui. Donc, le next one, dans mon parcours, les 4, 5, 6 semaines, est pour les Chagos et les Chagossiens, qui peut n'a rien à voir avec le sujet de 2 semaines de cela et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, nos thèmes, c'est la Chine et la démocratie. Pas quoi, certainement pas aussi long que la dernière fois. Et comme la dernière fois, seulement comme on terminait, nous pouvons ouvrir le débat. Si vous voulez faire une intervention, dire quelque chose, contribuer, ou bien une question, un éclaircissement, une question, comme toujours, la formule qui nous a adoptée, nous faut adopter aujourd'hui. Donc la Chine et la démocratie. La Chine, qui fait, et moi quand on peut causer avec d'autres, c'est un amoureux de la Chine qui peut causer avec d'autres. C'est moi un amoureux lucide. Mais qui fait la Chine, il est aussi important de mon point de vue, pour nous tous. D'abord parce que la Chine est un pays de peuplement de Maurice. Nous petit bout de la terre, comme on jamais m'aura l'occasion de dire, nous petit bout de la terre, avant l'île de France, avant Mauritius, pas de humain, et tout le monde vient depuis dehors. Et surtout de la France, Madagascar, Mozambique, l'Inde et la Chine. Donc la Chine est un de nos pays de peuplement, c'est un pays que nos ancêtres, nos grands démons sont sortis dans le passé. Et en tant que tel, de mon point de vue, il y a une affaire sacrée et il oblige nous à avoir une relation spéciale entre nous et ce pays de peuplement là. Pour aujourd'hui, c'est la Chine. Deuxième raison qui fait la Chine, bien intéresse nous extrêmement important, c'est que la roue de l'histoire, il fait le tour. Et la Chine et l'Inde aujourd'hui retrouvent la place qu'ils obtiennent jusqu'à la moitié du 19e siècle. En termes de commerce international, en général, la Chine et l'Inde qui sont parmi les pays les plus importants. Et aujourd'hui, il est comme ça. Aujourd'hui, la Chine et l'Inde parmi les 2, 3, 4 pays les plus importants au monde. Et en plus, dans quelques bonnes années, bien vite, la Chine devient la première économie du monde, devant les États-Unis. Pour toute cette bonne raison-là, la Chine, disait, passionne nous. Et ce qui est arrivé en Chine, les besoins retenir nous l'attention pour sa bonne raison. Deuxièmement, il y a une nouvelle équipe qui prend la barre du Parti communiste chinois, il y a quelques semaines, qui prend donc la barre de la Chine. Une nouvelle équipe de dirigeants du Parti communiste chinois avec le président Xi Jinping, président actuel, le nouveau président, à la tête, et toute une équipe. Et depuis qu'ils ont une prend, il est bien excitant, van causer qu'ils ont une cause. Beaucoup causé. Le président Xi Jinping, surtout, il souhaite une renaissance de la Chine. Il parle du rêve chinois. Et il en a beaucoup causé leurs réformes. Surtout réformes économiques, mais de temps en temps, réformes politiques aussi. Et depuis qu'ils ont une prend, il y a une campagne bien forte contre la corruption. Et bien, causer réforme au-delà de la corruption aussi. Seulement, il reste flou, surtout sur le plan économique, mais même surtout sur le plan politique, mais même sur le plan économique, il reste flou qui se tenait en tête exactement.
Puis il y a aussi là récemment un procès qui jamais été pratiqué dans le passé. Un ancien grand dirigeant chinois qui s'appelle Bo Xinlai, qui est un grand dirigeant chinois, mais qui est là, verdict pour des euros dans quelques jours. Et pour la première fois, normalement, dans le système chinois, le judiciaire aux ordres du gouvernement, de l'autorité, donc, du monde qui poursuivi, d'habitude, ne pas débattre. Plaide coupable, tranquille, pas débattre. Les lignes débattent. Mais les gars sur l'attitude, et sur les garçons intellectuels, ils débattent, ils fight showcase, ils réfutent, et ça finit un événement en Chine. Et pas fini là. Là, maintenant, là, prenez l'autre procès, un petit appelle Li Changyi. Ça, c'est un enfant d'un grand dirigeant du Parti communiste chinois. Ce moment, et ce papa, un grand chanteur dans l'armée chinoise, etc. Une grande personnalité. Et puis poursuivre lui. Puis poursuivre Loan Saz, qui est lié avec ce camarade, il kidnappe une madame, il force à une relation sexuelle. Mais jamais qu'il y en a ça dans les passés, dans un pays comme la Chine. Donc, ça va procès-là, puis il y a une belle impact. Et surtout avec Internet, papa. Tout connaît l'importance de l'Internet. Seulement, en même temps, il y a des affaires négatives aussi. Human rights, répression, droits de l'homme et de la femme, droits de la personne humaine, human rights, puis casse les reins des réprimés, bien fortement. Et au Tibet, il y a une tendance à un nouveau départ au Tibet, une latitude plus tolérante, il arrête là. Il retourne à une latitude bien répressive en ce qui concerne le Tibet. Donc il y a certaines quelque chose positif et il y a quelque chose négatif. Et il y a une quelque chose qui nous pouvons suivre de près, c'est Hong Kong. Comment je te connais, à l'époque de l'impérialisme, quand la Chine tient à genoux, la Grande-Bretagne qui fait ce dominaire, pas juste la Grande-Bretagne, tout le pays occidental, mais la Grande-Bretagne qui fait ce dominaire, il détache Hong Kong et un territoire à côté de Hong Kong, il crée une colonie britannique, etc. Et quand Hong Kong et Kowloon, New Territories, quand il retourne à la Chine, il y a une constitution, un basic document, qui donne beaucoup de pouvoir à Hong Kong. Ça même, ça s'appelle One Country, Two System. Un pays, mais deux systèmes. Dans la Chine en général, il y a le système communiste qui nous connaît, mais à Hong Kong, il y a une vraie démocratie. Vraie démocratie dans Hong Kong. Il y a la liberté de la presse, il y a la liberté de rassemblement, il y a une vraie liberté, il y a l'élection. Donc, qui peut arriver à Hong Kong d'ici 2017, d'après sa Basic Constitution de Hong Kong, d'ici 2017, pour une élection, suffrage universel. Jusqu'à présent, là, c'est un collège électoral, un nombre d'électeurs restreint qui choisissent ça dit qui a la tête de Hong Kong, là. Mais d'ici 2017, pour un suffrage universel. Ça veut dire le Parlement de Hong Kong et le dirigeant de Hong Kong pour choisir par suffrage universel. Pas encore arrive ce détail, pas encore work-out ce détail. Mais je réalisais, si ça arrivait dans Hong Kong, qui sur l'impact peut être la Chine. Inévitablement, il y en a beaucoup dans la Chine continentale qui pouvaient dire, mais si démocratie, bon pour Hong Kong, mais qui fait pas bon pour la Chine. Et à ce là, si la Chine continentale, si le Parti communiste chinois dit non, pas pour rien. Si je manque de parole, si je ne pas respecter la constitution de Hong Kong, là, on a un problème. Pour une manifestation, pour une arrestation, pour un problème. Donc, ce qui peut arriver, ce n'est pas juste en Chine qui nous vise suivre, dans les jours à venir, les années à venir, en Chine surtout, mais aussi, surtout avec tout ça, Rémi Ménage qui m'a fait dire ça là, mais qui peut arriver à Hong Kong aussi. Quelle relation entre Hong Kong et la Chine peut être, ça aussi, il faut besoin retenir nous l'attention. Et aujourd'hui, vous venez devant vous pour vous dire que quand nous les causes à venir de la Chine, quand nous les causes de la démocratie et la Chine et la démocratie, il y a un précédent, une petite chose qui n'est arrivée dans le passé,
qui bien tigit du monde une foule comme moi. Donc bien tigit du monde de par le monde connaît qui finit dans ça. Et il y a un précédent démocratique énorme. Bien tigit du monde connaît qui en Chine, avant 1949, finit dans l'élection générale. Finit dans la première et dernière élection générale dans la Chine. Et ça précédent-là, nous devons garder en tête qu'on ne peut cause la démocratie en Chine. Aujourd'hui, demain, après-demain. Et il y a donc ça précédent historique d'une élection générale qui finit là et dans lesquelles je peux causer surtout Thaler. Ça précédent-là, il pèse lourd dans la balance de l'histoire. Ça précédent-là, mon père a des doutes, moi. Ça précédent démocratique-là, mon père a des doutes qu'il pèse lourd dans la balance quand nous faisons cheminement de la Chine dans les mois, dans les années à venir. Et c'est ça le but principal d'aujourd'hui, la conférence publique. Alors pour nous guetter le passé, pour nous cause la première élection générale qui finit en Chine, première et dernière, en 1912, ah ben, pour nous comprendre, nous retournons plus loin en arrière. Et nous retournons à la dernière dynastie. Dernière fois qui finit un régime impérial, qui finit un empereur, avec sur la cour, avec tout ce système impérial en Chine. La dernière dynastie, il finit d'exister en Chine de 1644, parle-moi bien, 1644 à 1912. Et c'était la dynastie Qing, Q-I-N-G. L'ITI non seulement la dernière dynastie, le dernier régime impérial en Chine, mais il y a une dynastie impériale manchoue. Ça veut dire tous ce ban dirigeants sur l'empereur, tous ce ban dirigeants qui viennent pas de la Chine lui-même, mais de la Mandchourie. Alors qui 95% de la population chinoise, c'est des Chinois de l'origine Han, H-A-N-S. Donc, certaines anomalies de l'histoire, si nous sommes capables de dire, sa dernière dynastie-là, c'était, façon de parler, une dynastie étrangère. Une dynastie venue de l'extérieur de la Chine continentale, une dynastie manchoue, qui régnait donc de 1644 à 1912. Et à l'intérieur, donc dans sa période-là, il y a une madame qui nous a Marie-Rôle. Il n'est pas une impératrice, mais il est régente. Ça veut dire qu'il y a une zen baba comme empereur. Il régnait à la place de sa dernière empereur. Là, il règne dans sa place. C'est l'impératrice régente Cixi, C-I-X-I, qui finit régner à la place de l'empereur pour 47 années. Jusqu'à finalement, il arrive, il y a différents empereurs, finalement, il y a le dernier empereur, un Zenes de 6-7 ans, mais pendant 47 années, sa impératrice régente Cixi, de 1861 à 1908, il est mort en 1908, juste avant la révolution chinoise, et c'est lui qui régnait pendant tout ça à l'époque. Et c'est une forte personnalité. C'est une madame de très très forte personnalité, très conservatrice, très réactionnaire. Mais même ça, il faut faire attention parce que ces outils-là peinent une réévaluation de ce rôle. Le côté positif de ce règne, en tant que régente, peut maintenant un historien, un chercheur qui peut faire recherche là maintenant. Il y a donc une réévaluation de ce rôle. En tout cas, pendant sa régence, pendant son règne, en 1900, il y a un grand soulèvement. Je t'appelle ça le soulèvement des boxers. Pas de vrais boxeurs, ça fait rien à voir avec vraiment rien. Pas de boxeurs, qui sont pratiquants de art martial. Mais c'est un marqué soulèvement. Finalement, il y a une Battle of Beijing. Mais tu dis pas Beijing tout. Et ça, madame-là, à un moment donné, les sympathisants, parce que c'était une rébellion contre un étranger. Ça, à l'époque-là, Marie dominait un pays occidental.
tu peux faire avec la Chine. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, le Japon, tout, chacun vient prendre bout la Chine. Chacun vient faire ce dominaire. Mauvais dominaire. Et sa révolte-là, c'était une révolte contre un étranger. Donc, quand on connaît dans les passés, l'époque, quand l'empereur de Chine n'a même pas accepté de recevoir un ambassadeur de un pays occidental, parce que seul régime dit de ce nom, c'est le régime impérial chinois, à tous les autres. Marie sauvage, ça. Recevoir, je ne dis pas recevoir. Pendant des siècles, hein, la Chine, qui domine le monde, mais en même temps, de l'arrogance extraordinaire. C'est un régime divin, descend du ciel. Ah ben là, quand nous arrivons à cette période que nous pouvons causer là, le pays occidental, il casse les reins de la Chine, il humilie la Chine, dépaisse la Chine, casse la Chine bout par bout, et ça, madame-là, qui fait résistance. Et dans faire résistance, il y a un général chinois, il n'est pas un Manchu, il y a un Han, un général chinois qui s'appelle Yuan Shikai. T'as l'air de sur l'importance. Mais il est la tête de sa période-là, qui fait, parce que à l'époque-là, ça c'est sur l'armée régionale. Le régime impérial tient sur l'armée, mais l'armée les plus importante, c'est sous contrôle tel général dans telle la ville, dans telle région de la Chine. Et ça, Bougla, il tient à sa propre armée, qui s'appelle Beiyang Army, l'armée la plus puissante en Chine. Il est supposé prendre l'autre avec l'empereur, l'impératrice, mais en fait, dans une large mesure, il est une armée indépendante. Ça, à l'époque-là, donc, il y a un bouillonnement révolutionnaire extraordinaire dans la Chine. La Chine est humiliée par le Japon d'un côté, la Chine est humiliée par la France, l'Angleterre, l'Allemagne, tout pays. Chacun est venu prendre son bout, chacun est venu humilier, écraser, touiller, massacre. Et donc, il y a un bouillonnement révolutionnaire et nationaliste. Un bouillonnement contre sa mainmise, sa bonne agression extérieure, là, surtout Japon, hein, parce que Japon, tu fais plus dominaire que tout. Mais, donc, c'est dans à l'époque-là, un bouillonnement révolutionnaire, avec une organisation nationaliste, avec beaucoup de sociétés secrètes. La Chine, c'est à l'époque-là, c'est bien faux, là. Toute qualité de société secrète, qui est politique, mais en même temps pas seulement politique, art martial, religieux, l'histoire, c'est un bouillonnement de bonnes sociétés secrètes et de bonnes révolutionnaires, de l'organisation, de personnalité révolutionnaire et de bonnes soulèvements. Là, une période de 20 ans, il y a soulèvement après soulèvement après soulèvement dans tout un coin de la Chine. Et à chaque fois crasé, soit par un pays occidental, soit par le régime impérial lui-même. Et pendant qu'il y a tout ça bouillonnement révolutionnaire et nationaliste là, nous arrivons à la période clé du dernier empereur. Un Zanpichi, lié son nom, 6 ans, si mon patron, pas 6 ans ou 7 ans, qui s'appelle Puyi, P-U-Y-I. Et là, nous pécons la période celle de 1908. La mort, c'est madame qui m'a dit là, avant, à 1911, une période clé, Sazen Pichila, qui est ville empereur, mais c'est son papa qui régent sa couleur. Parce qu'il n'a pas oublié madame là, il est mort en 1908. Elle est là, une régent, c'est papa de sa Pichila, de ses enfants là, c'est lui qui règne. Il s'appelle le prince Chua Zaifeng. Et une mari personnalité, hein, parce que jusqu'à aujourd'hui, les communistes chinois eux-mêmes, ils respecté. Après que les communistes chinois prend le pouvoir en 1949, d'ailleurs, moi, je suis Sun Yat-sen, mais je tiens à beaucoup de respect, je tiens toujours les communistes chinois, je tiens toujours à beaucoup de respect, pas juste pour Sun Yat-sen, mais pour sa régent là, sa prince régent là, le prince Chun Yai-feng. Parce que les tiennent chinois avant tout, ils tiennent patriotes, ils essayent modernisent dans la mesure du possible, ils essayent moderniser la Chine, ils essayent faire la Chine ressaisie vis-à-vis d'une agression extérieure.
Elle n'est pas réussie, et ça débouche sur la révolution chinoise de 1911. Et parmi quelque chose qu'il y fait, il éloigne sa général qui m'a dit tout à l'heure, le général Yuan Shikai. L'éloigne de capitale chinoise, la capitale chinoise, il envoie loin avec la capitale, comme pour immobiliser, pour neutraliser, mais il pourrait venir plus tard. Et dans sa période-là, donc, commence une élection provinciale, élection pour une local council, c'est vraiment une poignée de monde qui votait. D'ailleurs, Maurice aussi, c'est pareil, hein, partout, c'est comme ça, une poignée de monde qui votait. Commence l'Assemblée nationale aussi, mais encore une fois, une poignée de monde qui votait, et la moitié nommée par l'empereur. Donc le régent, ou bien la régente à l'occasion, jusqu'à qu'il nous arrive à octobre 1911, la révolution chinoise. Tu peux une mini-révolution partout, hein, depuis 20 ans. Tu peux avoir un soulèvement partout, l'armée écrasée, telle l'armée écrasée, mais quand on arrive 1911, c'est le soulèvement de Wuchang, donc c'est la révolution chinoise de 1911. Et ça, prince qui m'a dit à là, le régime impérial, la cour impériale, je te rappelle au secours. Je te rappelle au secours, c'est même sa général Wikipédia, là. Sa général Yuan Shikai, je t'appelle lui au secours parce que le régime impérial sur le point de s'écrouler, je t'appelle lui au secours et je nomme lui Premier ministre le 16 novembre 1911. C'est à l'époque-là, il a le plus grand révolutionnaire chinois. C'est Sun Yat-sen. D'ailleurs, il y a quelques jours de cela, le maire de Port-Louis, le leader de l'opposition Alan Gano, l'ambassadeur de Chine, ils ont fait une cérémonie, ils inaugurent une statue, bravo à la mémoire de Sun Yat-sen, bravo au Lord Maire, très bien. Parce que Sun Yat-sen tient grand du monde. Marie Grand du monde, ça à l'époque-là, c'est là facile pour nous dire ça, mais ça à l'époque-là risquait sur la vie. Mais il est en prison, risqué sur la vie, il prend la tête d'un soulèvement, qui est certainement le plus grand révolutionnaire. Et jusqu'aujourd'hui respecté complètement par un communiste chinois. C'est d'ailleurs pour ça qu'il, comme mon pays d'autres, l'ambassadeur de Chine, tout ça, qui prend part dans la cérémonie de... Et Sun Yat-sen, il crée ce parti qui appelle le Kuomintang, un parti nationaliste chinois, socialisant, de gauche, socialisant, mais nationaliste chinois avant tout, le Kuomintang. Sun Yat-sen lui-même, il est né en 1866, il est mort en 1925. Et pendant longtemps, il finit en exil, hein, parce qu'il peut aller venir dans la prison. Il prend la tête d'un soulèvement, après soulèvement, massacré. Et au moment que tu as la révolution chinoise, le soulèvement de Wuchang, il n'est même pas en Chine, lié au Japon, entre autres. Il passe beaucoup de temps au Japon. Seulement, il est rentré, faux. Elle est rentrée, je nomme lui. La Chine, soulèvement partout, mais la Chine divisée. Le nord de la Chine, le sud de la Chine, l'armée différente. Mais néanmoins, je nomme Sun Yat-sen président provisoire de la Chine. Le 29 décembre 1911. Ça m'aurait dit à eux qui tiennent grand bout, mais il était avant tout un nationaliste chinois. Ce qui comptait pour lui, c'est la grandeur de la Chine, le rayonnement de la Chine. Et Sabougla passe la main à sa générale qui m'a causé tout à l'heure là, le général Yuan Shikai, qui est premier ministre de la Chine. Li Sun Yat-sen, il passe la main en tant que président de la Chine, président provisoire de la Chine, il passe la main le 10 mars 1912. Pour deux raisons essentiellement. D'abord, rapport de force militaire. Sun Yat-sen, il tient sur l'armée, il tient sur un examen, mais comparé avec l'armée Sabougla, bien faible.
Donc, c'est un rapport de force militaire qui se joue en faveur de sa générale là. Mais deuxièmement aussi, il y a le rêve de Sun Yat-sen de refaire l'unité de la Chine. Parce que la Chine s'est divisée complètement entre le nord et le sud. Alors l'idée, c'était refaire l'unité de la Chine pour les Japonais des hauts. Parce que les Japonais, s'ils finissent par un bout de la Chine, le Japonais, le Japon, tu peux faire mari dominaire. Donc, Sun Yat-sen, il fait le sacrifice, il passe la main, il passe la présidence provisoire à sa générale là, étant donné la force militaire de Mugla, mais surtout dans un but de refaire l'unité de la Chine et de foutre un étranger d'abord. D'abord le Japon, mais les autres pays impériaux aussi, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Ce qui amène moi au premier et dernier élection générale qui finira en Chine. Élection générale là, ligne déroulée en décembre 1911 et janvier 1913. Bon, ils tiennent vote indirect. Du monde pas vote direct. Imagine la Chine à l'époque là, envahie par l'étranger en guerre civile. Imaginez, malgré ça, ils font élection là. Seulement, ils tiennent vote indirect. Ban électeur, tu choisis ban délégué, tu choisis ban député. Mais seulement, et naturellement, difficile de connaître qui proportion de la population qui ne votait, qui est dans le droit de vote. Parce que pas tout le monde qui est dans le droit de vote, certainement pas ban madame, mais pas ban du monde de moins de 25 ans aussi. D'après un rough estimé, à peu près 10% de la population, mais il y a un rough estimé, hein, à peu près 10% de la population qui votait dans sa élection. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que sa élection générale là, reconnue par tout le monde en Chine. Son résultat respecté et reconnu par tout le monde. Une élection bien mouvementée, pas difficile pour imaginer. Une élection mouvementée, beaucoup de clash, beaucoup d'affrontements, mais en général, les résultats de haut, tout le monde, y compris les perdants, respecter, reconnaître et respecter sa bonne résultat là. Et c'est le Kuomintang qui saute grand gagnant. Extraordinaire ça. C'est le Kuomintang de Sun Yat-sen qui saute grand gagnant. Les Pénins, une majorité absolue dans sa immensité la Chine là, mais c'est lui-même qui gagne le plus grand nombre d'élus et aussitôt qui résultat de haut tous les autres alliés. Ban qui dans les autres partis, ban indépendants, par exemple, c'est dans ban républicain, entre guillemets. 20% de ban sièges, le Kuomintang remporte à peu près 45% de ban sièges au Parlement. À peu près 45%. Ban républicain, 20%. Ban qui candidat, par autres même 20%. Indépendant, ban si parti, ban groupe, 20%. Et ban qui posait sans aucun partisan de aucun parti, pardon, 8%. Mais une fois, pardon, qu'il est clair, que Kuomintang a gagné, Kuomintang pour faire un gouvernement, nous ne pouvons pas causer en Suisse, nous pouvons causer d'autres affaires, mais une fois qu'il s'est clair, un bon nombre rallié, un bon nombre de bandes républicains, un bon nombre de bandes multiparty candidates ralliés, et le Kuomintang est une majorité au Parlement. Donc, le résultat reconnu par tout le monde, respecté, reconnu, Kuomintang a gagné, dans l'esprit de tout le monde, Parlement pour le joindre, et Parlement pour élire un gouvernement, un Premier ministre. Je réalise la portée historique de cela. Et ça amène moi donc, mon chagrin, tu peux calculer, tu peux mettre un grand portrait de Sun Yat-sen d'un côté, mais tu peux une faire et l'autre côté, un portrait de Sadimoun qui m'a cité à ce là. Il appelle Song Yao-ren. Je vous solide si vous pensez faire ça. Enfin, je t'en moi que je t'étais. Donc là, quand on arrive à l'élection, Song Yao-ren,
En fait, il était le numéro 3 dans le Kuomintang. Ça, c'était l'inintellectuel. Sun Yat-sen, c'est un révolutionnaire, un homme d'action. Le numéro 2, c'est une personnalité un peu spéciale. Mais l'intellectuel, le constitutionnaliste, on dirait l'expert en constitution, c'était Sabougla, qui se poste, c'est le numéro 3 dans le Kuomintang, mais c'est lui qui tient une responsabilité d'organiser l'élection. Donc c'est ça la victoire. C'est la victoire de Kuomintang, oui, mais c'est lui qui tient une responsabilité par Sun Yat-sen d'organiser sa première et dernière élection en Chine. Et lui, tout au long de sa campagne, il était extrêmement critique vis-à-vis sa générale, qui m'a posé tout à l'heure là, sa générale Yuan Shikai. Parce que Michel là, il est premier ministre d'abord, après il nommé président, l'appétit, il venait en mangeant. Bon, il y a une militaire, avec sa mentalité militaire, donc il type est dirigé en tant que président intérimaire, une main de fer, comme dit les Français. Dur, terrible, une main de fer, bien autoritaire, bien dictatorial. Et Saboug de Song Yaowen, les types critiquent partout. Les types critiquent ce autoritarisme, ce dominaire, et tu peux dire visant un régime parlementaire en Chine. Visant un grand admirateur du régime parlementaire. C'est à l'époque-là, anglais surtout, mais le régime parlementaire en général. Donc les types challenge sa générale-là, et les types demandent un régime parlementaire. Comme parlement qui reconnaît un premier ministre qui se parti, il rapporte la majorité, ou bien en majorité au Parlement avec d'autres partis, il fait campagne et il pour continuer à faire campagne en faveur d'un régime parlementaire. Et tout le monde s'expecte, tout le monde qui pensait qu'il s'est dit. Brillant, joli garçon, il a l'habitude, habillé à l'occidental, mini. Enfin, certains du monde se disent qu'il était bien arrogant aussi, mais bon, pas là pour dire c'est pas vrai, mais en tout cas brillant. Brillant, intellectuel, et sa générale-là, tu as fait à lui un bribe énorme. Si vous dites à ce chiffre-là, ben, il y a plusieurs du monde, moi, si vous obéissez, mais vous savez retourner en arrière, pas le de sa bribe, là, de manière qui était. Un bribe énorme, offert par sa présidente. Là, il a envie de faire tout. Un petit monde de principe, comme il gagne l'élection, il y a un régime parlementaire, c'est qu'il gagne la majorité dans le Parlement qui vis-à-vis du Premier ministre, et dans la tête de tout le monde, c'était lui qui peut devenir Premier ministre. Dans la tête de tout le monde. Brillant, intellectuel, il gagne l'élection, il y a la bénédiction de Sun Yat-sen, qui voit un moment extraordinaire, jusqu'à le 20 mars 1913. Donc, le 20 mars 1913, l'IEC Choban camarade dans Shanghai Railway Station. Vous pouvez attendre pour prendre un train, pour vous aller à Beijing. Première fois qu'il Parlement pour joindre là depuis l'élection générale. L'élection générale, c'est en décembre 1912 et janvier 1913. Mais pour ramasser le résultat, de passer à la Chine, là, je devinez combien de temps il prend. Et c'est donc le 20 mars 1913 qu'il lit Song Yaowen, ex-Choban camarade, et attend dans Railway Station Shanghai pour prendre train pour aller à Shanghai, Parlement pour joindre pour la première fois, et tout le monde qui expecte qu'il Parlement pour choisir lui comme Premier ministre démocratiquement élu à travers une élection reconnue par tout le monde. Et un cœur venu, descend et change le cours d'histoire de la Chine complètement. Bon, dans l'esprit de tout le monde, c'est sa générale-là, ou bien ce Premier ministre de ça à l'époque-là, dans l'esprit, il tient un Premier ministre, sa générale Yuan Shikai, il tient à ce Premier ministre, mais dans l'esprit de tout le monde, c'est eux qui le fait tout, il dit. Et d'ailleurs, ça, trois du monde, un ex-soldat qui tout il dit, et ensuite, il y a des autres du monde, tout disparaît. Empoisonné, passant bas train,
dans l'espace quelques jours, quelques semaines, tous les 3 morts. Tous les 3 disparaissent, l'enquête arrête la même, tout quelque chose arrête la même. Et quand nous guettons tout ça là, l'éclair, qui c'est sa générale là, qui est président de la transition, ou bien ce premier ministre, ou bien ensemble, mais pour tout le monde dans l'esprit, tout le monde. Et il y a une page incroyable de l'histoire de la Chine qui tournait dans le sang, qui est écrite avec le sang de Song Jiaowei. Quand le Parlement réuni le 8 avril 1913 à Beijing, les autres pour entrer à Shanghai pour aller à Beijing, Parlement qui besoin Beijing. Donc, quand le Parlement joint à Pékin, à Beijing, le 8 avril, mauvaise baise. Vous devinez, si tout le monde s'expecte, il peut être non seulement la tête Kuomintang, mais peut être le Premier ministre, etc., il massacre l'île, tout il un affrontement extraordinaire dans le Parlement, en dehors du Parlement, une division extraordinaire, et ça, général président intérimaire là, fan la monnaie, acheter du monde, acheter ban transfuse, mauvais crime, mauvais cafouillage en général, y compris toute qualité de menace. Donc, ce qui peut arriver, pas arriver. Si vous avez une réunion normale d'un Parlement qui fait élu, pas ça qu'il y a. Il y a division, il y a menace, il y a bribe, une belle série. Et tout vient en bas là-haut. Finalement, tout vient en bas là-haut. Et Sun Yat-sen, il n'est pas difficile d'imaginer le sentiment ça vous là, à l'assassinat d'un grand du monde comme Sun Yat-sen, à l'assassinat de Song Jiaowei, quand il guette tout ça là, avec Sun Yat-sen, quand il tout ça général là, peut faire en fait un coup d'État, peut massacrer le Parlement récemment élu, il lance la seconde révolution chinoise, qui finit là, la première révolution chinoise de 1911, il lance la deuxième révolution chinoise en juillet 1913. Mais en 2 mois, en 2-3 mois, sa générale-là, président intérimaire, il y en a son propre armée, il y en a ce qui restait de l'armée impériale écrasée. Donc, Sun Yat-sen, le Kuomintang, ils ont perdu la deuxième révolution chinoise. Ils connaissent une défaite, répression, tué, massacré, réprimé. Et, encore une fois, la petite ben en mangeant, le président intérimaire, sa générale Yuan Shikai, interdit à Kuomintang d'y établir une dictature, pire qu'avant, et en janvier, le 1er janvier, s'il vous plaît, le 1er janvier 1916, il autoproclame lui-même empereur de Chine. Quand nous calculons ça, terrible, ça vous êtes là-haut de l'histoire qui manière tourner, qui n'a tout ça là, élection générale, tout, et sa militaire là, il autoproclame lui à nouveau empereur de Chine. Mais ça va marcher. Dans l'intervalle, la roue de l'histoire, il continue à tourner dans sa propre armée. Et dans la division, et dans une manifestation, un soulèvement à travers la Chine. Sun Yat-sen, il est obligé de sauver le Japon. Pour ça, c'est la vie, hein, parce que, comme on dit, là, je perdu la deuxième révolution chinoise, et finalement, sa générale là, l'IMO, il abandonne la monarchie, il abandonne le système, il abandonne son poste de soi-disant empereur de Chine, et l'IMO le 5 juin 1916. Et entre ça 16 juin 1916 là, et jusqu'à 1928 à peu près, la Chine dégringole net. Je t'appelle ça The Warlords Era. Dans chaque coin de la Chine, il y a des warlords, il y a des chefs de guerre, des gens à la tête de l'armée, chacun déclare son royaume, chacun prend une bout de la Chine, chacun déclare son royaume, chacun déclare l'empereur, si pas prince, si pas les rois, si pas ceci, c'est là. La Chine passe par 12 bonnes années
terrible qui appelle le Warlords Era de 1916 à 1928. Sun Yat-sen continue passe par un moment bien difficile. Il retourne en Chine en mars 1923, il reprend la tête Kuomintang, il est mort le 12 mars 1925. Mais dans l'intervalle, il donne sa bénédiction comme successeur à Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, dans l'intervalle, qui n'a pas de lien familial avec lui, Chiang Kai-shek prend la direction du Kuomintang. D'abord comme dauphin de Sun Yat-sen, ensuite comme successeur de Sun Yat-sen. Et Chiang Kai-shek, il est un fanatique anticommuniste. Son régime, un régime dictatorial mauvaise qualité et un régime corrompu complètement. Donc, une période de Warlords Era succédée ensuite par l'affrontement entre le Kuomintang de Chiang Kai-shek et le Parti communiste chinois. Parce que dans l'intervalle, le Parti communiste chinois il lève la tête. Le Parti communiste chinois créé dans un congrès en juillet 1921 en présence Mao. Mao Bachi, l'homme fort, hein? Pas encore Mao Tse-tung, mais il était présent donc à la création du Parti communiste chinois en juillet 1921 et pendant une bonne période, Staline impose quelque chose au Parti communiste chinois. C'est comme ça à l'époque là, hein? Staline, soviétique, qui impose en Chine, mais en Europe de l'Est aussi, c'est que Staline qui décidait, c'est qui est bon pour l'Union soviétique, merde s'il est mauvais pour la Chine, merde s'il est mauvais pour la Tchécoslovaquie, pour la Pologne, ou what have you, c'est que Staline qui décidait ça même. Et à un moment donné, par exemple, Staline décidait de collaborer avec Chiang Kai-shek, de collaborer avec Kuomintang, obligé de collaborer. Mais finalement, le Parti communiste chinois, Mao Tse-tung, rompt avec Staline, casse tout lien avec Staline et le Parti communiste chinois, comporté comme un parti communiste chinois. Pas prendre l'ordre des personnes, surtout pas avec l'Union soviétique. Et je t'amène à la guerre civile, qui finit un Warlords Era. Après, nous connaissons une période de guerre civile entre le Parti communiste de Mao Tse-tung et des autres et le Kuomintang de Sun Yat-sen jusqu'à Kiban communiste proclame prend le pouvoir le 1er octobre 1949. Et depuis ça, donc, c'est le règne du Parti communiste chinois. Alors, au lieu d'une petite série comme ça, la Chine et la démocratie, moi, j'ai calculé pour mettre un titre en français, et si Song n'avait pas été assassiné il y a 100 ans. Parce que ça, l'année-là, donc, il fait 100 années. Qui ça fait là, il est un. Donc, moi, tu penses à ce titre-là, et si Song n'avait pas été assassiné il y a 100 ans. 100 ans, ça l'année-là. Bien sûr, jamais nous pas pour connaître, si pas Tintouili, si pas la Chine qui va continuer le chemin d'une démocratie parlementaire, vraiment. Si maintenant tu ouvert en 1912, janvier 1913, avec l'élection générale qui m'ont causé, avec son résultat, avec respect de bon résultat par tout le monde concerné. Jamais nous pas connaître. Si pas la Chine, tu peux aller dans sa direction là, ou bien tu peux aller dans l'autre la guerre civile, ou bien quoi? Nous ne pas connaître. Donc il arrête l'histoire de la démocratie en Chine avec l'assassinat. Mais ce qui est certain, c'est que quand je assassine Song Chao-reng, quand je assassine lui, ça jour-là, ben, ce qui est certain, c'est le 20 mars 1913, c'est pas seulement lui qui je assassiné, mais je précipite la Chine dans le chaos, dans les désordres, dans le chaos. Puis d'abord le Warlords épisode, ensuite la guerre civile,
et ensuite à partir de 1949, le règne du Parti communiste chinois. Bon, jusqu'à présent, là, au moment que je me cause avec eux, il n'y a aucun signe. Ici, avec raison, il dévoile un buste de Sun Yat-sen, mais je ne pas tout dans rien, ni en Chine, ni aucun part, au moment que le 100e anniversaire de l'assassinat de ce héros-là, je ne pas tout dans rien, ni en Chine, ni ailleurs, pour célébrer ça l'événement. Triste, mais il y a un événement. Sur l'écho d'un parc à Shanghai. Mais comme on dit à Jotin, je ne peux pas exclure qui en temps et lieu, peut-être pas ça l'année-là, mais je ne peux pas exclure qui, même le régime communiste chinois, comme dans le cas de Sun Yat-sen, et comme dans le cas de sa prince régent, qui m'a dit tout à l'heure, le prince régent Chang Yaofeng, je ne peux pas exclure qui en a une certaine reconnaissance, un devoir de mémoire. Parce que tu peux dire ça, il y a 2 semaines de cela, les socialistes ont un devoir de mémoire spécial, mais tout le monde a un devoir de mémoire. Même qui n'est pas un socialiste, s'il est content ce pays, s'il est content, s'il voulait le monde meilleur, ah ben, il disait un devoir de mémoire, de saluer les gens qui font une grande chose à un moment, qui nous donne la vie à un moment. Et dans ce cas-là, pareil comme le régime communiste chinois, saluer Sun Yat-sen et sa prince régent-là, moi, je garde espoir et je pense qu'il est le moment pour venir, pour faire ce devoir de mémoire vis-à-vis de sa héros massacré le 20 mars 1913, Song Jia-Rui. Mais en tous les cas, là, nous avons dès l'anniversaire. Il est pas intéressant de nous faire quelque chose. Ça, l'année-là, donc, est le 100e anniversaire de la mort de Song Jia-Rui. Vous pensez que nous devons faire quelque chose. Au moment où tu es content que la Chine fait quelque chose, que l'ambassade fait quelque chose, mais, with due respect, nous sommes capables et nous devons faire quelque chose. Mais l'année prochaine aussi, il y a un 2e anniversaire qui vous peut mentionner sans faire provocation. Mais l'année prochaine, c'est 25 ans de Tiananmen Square, 1989. Il arrive ce qui n'est arrivé en Chine. Mais il faut partie de l'histoire, ça. Ce qui n'est arrivé en Chine, il y a 25 ans de cela. Moi, pensez l'année prochaine, nous autres qui déclarons nous socialistes, nous bisons célébrer ça l'anniversaire. Là, pour tirer les leçons aussi, pour apprendre, pas juste pour déclarer qu'on puisse qui tout le monde, pas juste pour passivement, à droite, à gauche. Mais si nous sommes amoureux lucide de la Chine, ben ça 25 ans de l'anniversaire de Tiananmen Square, la répression de 1989, l'Ibizin a une occasion pour qui MMM organise quelque chose pour réfléchir, pour analyser, pour partager l'information. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que non seulement l'année prochaine, 2014 donc, il est pour 25e anniversaire Tiananmen Square, mais il est pour 95e anniversaire d'un grand monde qui s'appelle, moi tu mentionné il y a 2 semaines de cela, mais un grand monde qui s'appelle un grand homme, un grand monde qui s'appelle Zhao Ziyang. Il est le secrétaire général du Parti communiste chinois à l'époque de Tiananmen. Et lui, il préconise une autre approche. Lui, il préconise le dialogue avec les étudiants. Lui, il est sur place pour dialoguer avec les étudiants. Finalement, sur la ligne politique, pas une suivi, au contraire. Finalement, il y a la répression. Et lui, depuis 1989, jusqu'à ce qu'il est mort, il finit en résidence surveillée. Mais il réussit à faire un enregistrement, un livre qui est pour la peine de lire, qui est extraordinaire. Bien sûr, c'est ce point de vue.
Mais l'année prochaine, donc, il pour 25e anniversaire Tiananmen et il pour, pardon, 95e anniversaire naissance de sa grande monde, de ce grand homme, Zhao Ziyang. Et nous avons coïncide ça là pour nous partager l'information, nous faire l'analyse, nous tirer les leçons. Pas seulement pour être passivement à droite, à gauche, non, mais pour enrichir nos combats, nous la lutte en tant que socialistes. Laissons terminer donc, côté la Chine pour aller. Nous avons le passé, nous avons côté nous arrivé, nous avons le passé, le précédent extraordinaire, le précédent historique extraordinaire, nous avons l'occasion historique ratée par l'assassinat ça héros là, nous avons qui peut bouillonner aujourd'hui en Chine, qui peut arriver la Chine. Moi, je dis moi, comme on peut causer avec d'autres, c'est un amoureux de la Chine. Mais un amoureux lucide. Moi, je regarde les choses comment il était bon. Jamais, moi, une fanatique d'aucune façon, certainement pas maintenant. La Chine mérite mieux que ça. Qui peut arriver la Chine à partir de maintenant? Avec sa nouvelle direction, avec une causée d'une renaissance chinoise, avec beaucoup causé réformes qui dans l'air, avec tout ça, ban événement qui finit. Alors, la première question qui dit moun poser, c'est est-ce qu'il prenait un Gorbatchev chinois? Vous devez rappeler qu'il y a l'Union soviétique, qu'il y a le Parti communiste soviétique, parti unique, qui peut gouverner un pays, pas 100% pareil, mais un pays pareil comme le Parti communiste chinois, peut gouverner. Mais avec Gorbatchev, Perestroïka, etc., tout ça là, on va là-haut. Mais en même temps, l'Union soviétique est éclatée. Et en Chine, et en même temps qu'il y a tout ça, ban événement là, et il y a une force séparatiste. Et il y a une force politique, culturelle, qui menace l'unité de la Chine. Au Tibet, avant tout, quoi qu'il le Dalai Lama, il sac l'occasion, il vient dire, on ne peut pas demander l'indépendance Tibet, on peut demander l'autonomie de Tibet dans la nation chinoise. Le gouvernement chinois accuse le Dalai Lama et son bande suivant, je dis ça, mais ce qu'ils ont tous les, c'est l'éclatement de la Chine, c'est un Tibet indépendant. En tout cas, il y a une tendance, un tiraillement séparatiste au Tibet. Et il y a aussi, côté Tibet, le Xinjiang musulman. Quand là aussi, il y a toutes sortes de tiraillements, il y a un massacre, il y a répression, et il y a certainement ce que le gouvernement de Beijing appelle le terroriste. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en faveur de l'indépendance de la région Xinjiang, qui est une région musulmane. Alors la question qui est posée, c'est est-ce qu'il faut un Gorbatchev chinois? C'est la hantise de certains au Parti communiste chinois. Est-ce que la Chine condamnée à l'éclatement? Et quand on fait cause Gorbatchev, un débat clé, une discussion clé qui peut être en Chine, appelle ça le constitutionnalisme. Parce qu'il y a des gens qui voulaient la démocratie, des gens qui voulaient le respect des droits de l'homme, de la liberté de la presse, des gens qui voulaient un judiciaire indépendant. Mais qui se fait déclarer? Vous déclarez constitutionnaliste. Tout ce qu'ils ont fait dire, respecter la constitution chinoise actuelle. Parce qu'il est vrai que la constitution chinoise actuelle n'est pas fait en termes de démocratie. Il garantit la liberté de la presse, il garantit la liberté d'expression, il garantit, dans la constitution actuelle, il garantit l'indépendance du judiciaire. Il y a une constitution parfaite. Donc, ban contestataire, façon de parler, terrain qu'on dit un peu bon, vous avez respecté la constitution. Moi, je ne dis pas non, moi, je ne suis pas un subversif, moi, je ne suis pas un terroriste. Moi, je peux dire respecter nos constitutions, c'est la loi suprême du pays. Respecter nos constitutions. Mais mon adversaire, je ne vais pas contester que la constitution, la constitution, la Chine, il sait qui y était. Ça m'a,
l'argumentation qu'ils ont pu mettre de l'avant, c'est qu'il y a quelques Gorbatchev. Ça même, ils nous les faire en Union soviétique. Ils nous une constitution qui garantit l'indépendance du judiciaire, la liberté de la presse, la liberté d'expression, une élection free and fair, avec ce qui est arrivé. L'Union soviétique qui a explosé. Voilà. Donc, il y a un mouvement contre l'autre mouvement. Il y a un mouvement qui appelle les constitutionnalistes, qui veut dire respecter la constitution actuelle, mais il y en a contre le Parti communiste chinois, les autres peuvent dire, ben, get Gorbatchev. Ça même, je t'ai demandé, je t'ai demandé constitutionnaliste, avec là, quand je t'ai amène l'Union soviétique. Nous avons été qui l'avenir réserve nous. Mais en tous les cas, moi, je souhaite, ce qui me souhaitait, c'est qu'il aussi, nous tous nous souhaiter pour la Chine. Ce qui nous souhaitait, c'est que la Chine réussisse cette démocratisation sans éclatement de la Chine. Que la Chine réussisse cette démocratisation, qu'il mette en pratique cette constitution démocratique, qu'il réussisse cette démocratisation, mais dans l'unité. Sans éclatement de la Chine, comment finira l'éclatement de l'Union soviétique. Et mon pensée, moi, nous avons des raisons d'espérer. Nous avons des raisons d'être optimistes. Mon pensée, souvent, nous pas réalise assez la richesse de l'histoire. La France, la Révolution française, la Chine, l'Inde. Sans oublier Madagascar, soulèvement de 1947. Nous avons une leçon à retirer. Et nous avons une richesse extraordinaire qui nous va une grande mine de l'Inde et de la Chine. Si tout ça est là, c'est que nous pouvons causer. Et quand nous pouvons souhaiter que la Chine réussisse cette démocratisation dans l'unité, ben nous avons l'exemple de l'Inde. Quand nous avons l'Inde qui était au moment de son indépendance en 1947, la moitié était le Raj britannique, c'était l'Empire britannique. L'autre la moitié c'était ban Maharaja, ban prince. Dans l'autre siècle, et pourtant jusqu'à aujourd'hui, la Chine aujourd'hui reconnue comme la plus grande démocratie au monde. Pardon, l'Inde reconnue jusqu'aujourd'hui comme la plus grande, reconnue par les États-Unis, même en premier, par la plus grande démocratie au monde. C'est vrai qu'il l'Inde un miracle permanent. Un miracle permanent en termes de démocratie. Mais quand nous guettons dans l'Inde, bien sûr, il y a toute qualité de problème dans l'Inde. Nous tous connaissons toute qualité de problème il y a dans l'Inde. Et il y a beaucoup de fausses séparatistes aussi dans l'Inde, qui cassent l'unité de l'Inde qui est héritée en 1947. Mais quand nous prenons, je ne veux pas dire les bouts faciles, mais quand nous prenons tout en considération, nous avons des raisons d'espérer que la Chine capable de réussir cette démocratisation dans l'unité, sans éclatement, comme l'Union soviétique de Gorbatchev, est capable de prendre inspiration de l'Inde, sur l'ennemi du moment. Mais tout arrivé dans la vie prend inspiration de l'Inde, de cette diversité, de cette démocratie, pour réussir donc cette démocratisation dans l'unité. En tous les cas, quand nous guettons la Chine de 1949, quand nous guettons la Chine d'aujourd'hui, moi, je suis amoureux, lucide de la Chine, mais en même temps, mon lucidité oblige à reconnaître que de 1949 à aujourd'hui, la Chine fait un progrès considérable. En général, considérable. Et il n'y a pas de point noir, comme on disait tout à l'heure. Mais la Chine de 1949 à aujourd'hui, il fait un progrès considérable qui nous vise à saluer et qui permet de nous dire oui, la Chine est là le potentiel pour réussir cette démocratisation dans l'unité. En tous les cas, là, et mon termine là, le Parti communiste chinois a décidé qu'en octobre, là,
pour une séance spéciale de ce comité central qui pour prendre une décision extrêmement importante concernant une réforme. En général, bon, c'est surtout une réforme économique. Parce que la Chine, sur l'économie aussi, il arrive à un tournant. Le système bancaire chinois, tout le système chinois, il arrive, économique chinois, il arrive à un tournant. Donc sa conférence spéciale, il prend une conférence spéciale cruciale en octobre du comité central du Parti communiste chinois, surtout dans l'économie, mais inévitablement, il prend là pour prendre une décision concernant une réforme politique éventuelle aussi. Donc il est passionnant pour nous tous, nous suivre ensemble, avec une nouvelle direction, le président Xi Jinping, ex-ban collègue, l'histoire, une place, une responsabilité énorme aux autres épaules, et s'il y en a du monde qui connaît l'histoire de notre pays, qui connaît notre responsabilité vis-à-vis le passé de notre pays, c'est les dirigeants du Parti communiste chinois d'aujourd'hui. Donc nous souhaitons bon sens, comment se trouver pour n'importe qui c'est qui déclare un vrai socialiste, c'est qui finit arriver, c'est qui peut arriver, c'est qui pourra arriver en Chine, l'importance capitale, en même temps que c'est un pays que nous avons grandi monde sorti dans le passé. Merci pour votre attention et comme toujours, donc, nous pouvons voir. J'étais un peu d'îlot là, moi tu vois, après c'est qui Bibijan, il me disait, moi je vais gagner un petit peu d'îlot aussi, mais enfin, pas grave. Alors nous ouvrons le débat. Maintenant, effectivement, il y a 3 micros. Hein, normalement, tu faisais un peu plus, mais il y en a au moins 3 micros. Baladeurs, baladeurs, je te tasse, hein, à moins qu'il y ait du monde qui a grand la gueule. Il y en a là-haut. Bonjour. Oui. Merci, Paul Béranger. Je suis bien content de me trouver à l'œuvre après une maladie. Moi, c'est Kari Painendi, un militant des droits humains. J'ai envie, on a des questions. J'ai envie de bondir au 25e anniversaire l'année prochaine du massacre de Tiananmen. Pour rappel, en 1990, nous avons célébré, commémoré le massacre de Tiananmen 1 an, où tu en dehors au Parlement, où tu es dans l'opposition, Amnesty International Maurice. Laisse-moi faire une petite parenthèse ici pour dire qu'Amnesty n'est plus existé à Maurice, il radié. Et c'est à cause de l'ambition démesurée d'une certaine personne qui voulait se faire. Oui, nous ne pas rentrer là-dedans. Très bien. Alors, ce qui me dire par là, où tu participes de cette activité-là, et mon avis connaît moi, une autre question, c'est que si d'ici là, en 2014, il y a une élection générale, MMM vient au pouvoir, est-ce que ce qui vous dit là, on peut toujours pour célébrer, pour commémorer l'anniversaire, le 25e anniversaire du massacre de Tiananmen? Ça, une question. Ma deuxième question. Nous répondons pareil. Oui, bien sûr, hein, nous dans l'opposition, nous dans le gouvernement, nous avons dit pareil. Ça m'a ouvert une remarque qui est exprès. On voit où comme moi, un militant comme moi, moi pas trop faible au choisir mot. Et exprès, mon cause Tiananmen plusieurs fois. Mais non pas une cause de massacre de Tiananmen. Parce que nous voulons nous parler de la Chine là. La Chine est une réalité. La Chine, le Parti communiste chinois, etc. Donc on ne peut pas le rôle de Ban Sikan, ni dans l'opposition, ni demain, Ban Sikan en plus. Moi, un amoureux de la Chine, dans la difficulté. Un amoureux aussi de la Chine. Mais certainement, chacun a droit sur l'opinion. Et certainement, nous gagnons l'élection l'année prochaine. C'est un moment de réflexion, d'analyse, de partage qui 25 ans Tiananmen prêté l'hypopole. Alors, et là, deuxième question, il y a quelque temps, de 2 ans de cela, le gouvernement mauricien refuse d'accès à une moine tibétain qui tient en vie Maurice. Donc, mon envie connaît si pas, il est difficile de vous faire courbe la Chine, les Chines à la Chine. Mon envie connaît si pas quand un politicien
dans l'opposition et j'étais dans un comportement vis-à-vis de la Chine, ou bien quand j'étais au pouvoir, j'étais dans un comportement différent vis-à-vis de la Chine. Parce qu'il a envie qu'il y ait une certaine constance. Par exemple, dans l'année prochaine, comme on peut dire, il y a sa commémoration du 25e anniversaire de Massacre Tiananmen. Merci. Ben, si vous connaissez mon parcours, si vous connaissez le parcours du MMM, vous connaissez qu'il nous pas zigzagué, qu'il nous au gouvernement ou nous au pouvoir. Mais c'est un nom dit ben nous au gouvernement. Je ne sais pas encore de moi été. C'est pas mon vice-premier ministre, mon premier ministre. Je ne vais pas oublier qui c'est moi qui a célébré l'anniversaire, qui est le principal porte-parole pour célébrer Tiananmen. Il est capable, le leader du MMM, d'Allo. C'est qui appelé à être demain leader du MMM. Donc, nous ne pas vous exagérer, mais nous pouvons faire la part du réel. Qui, la Chine, comment on dit tout à l'heure là, il est déjà un des trois plus grands pays. Ne va pas parler de la Troisième Guerre mondiale avec la Chine. Moi, je suis le nouvel ambassadeur de la Chine ici. Fait qu'arriver, l'on entretient gagné, mais nous, mondialement, nous pouvons la Chine pour moi un grand pays, moi un amoureux lucide de la Chine, mais là, c'est un point mondial de partie à partie, concernant le gouvernement chinois, là, c'est un point, nous pouvons agree to disagree. Donc, aujourd'hui, nous dans l'opposition, devant nos gouvernements, nous pas pour sens d'attitude, mais manière qui nous exprime même l'attitude, inévitablement, qui nous dans l'opposition ou dans le gouvernement, manière là, nous obligé nuancer naturellement. Oui. Et bonjour Paul, merci pour ça exposé là. Justement, because démocratie. Excuse-moi, tu vois, je ne pas dire comment nous bourré l'eau Dalai Lama. Parce que c'est vrai qu'il y a une story, il y a quelques temps de cela, un pauvre moine. Un pauvre moine du Tibet, ça aussi c'est une paix, c'est une empêche de débarquer, etc. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est un moine. Bon, si je peux venir, si quelqu'un vient pour qu'il y ait une activité séparatiste, il n'est pas pour welcome, naturellement. Mais c'est un moine, je ne suis pas d'accord avec ça. Seulement, c'est en même temps, nous devons réaliser que la Chine est extrêmement frileux en ce qui concerne le Dalai Lama. Un pays qui recevoir le Dalai Lama, même pas en visite officielle, un pays qui donne rien de visa, la Chine, de mon point de vue, overreact, mauvaise qualité. Mais c'est parce que la Chine maintenir, qui se cause en faveur de l'autonomie, mais qui au fond, le Dalai Lama, avec Soban partisan, au fond, est en faveur de l'indépendance du Tibet. Donc, là vraiment, je ne peux pas aucune indication qui ni aujourd'hui ni l'année prochaine, ni après prochaine élection générale, le Dalai Lama ou Levin Maurice. Mais si demain le Dalai Lama, si demande Levin Maurice, comme disant, il y a un problème. Mais tout problème, il y a une solution. Sorry, oui. Justement, nous, because démocratie dans la Chine, et dans un autre pays qui est aussi connu comme la République de Chine, Taïwan, on va dire, qui est un pays démocratique, côté d'une élection générale qui déroulait, et qui a une relation extrêmement tendue avec la République populaire de Chine. Qui vous pensez de vos relations entre ces deux pays-là et qui vous pensez qui peut dire ça dernier bout là, ou qui peut dire elle est inexacte. Inexacte d'une façon extraordinaire, on peut donner l'information. D'abord, l'État Chiang Kai-shek, Kuomintang de Chiang Kai-shek, perdit la guerre civile en 1949. Je te saurais, je quitte la Chine, je t'ai le Taïwan. Taïwan pas existé même pour ça. Je t'ai réfugié à Taïwan. Et c'est un crime, parce qu'à Taïwan, c'est le peuple taïwanais. Avec sa tradition, avec le passé, etc. Mais tout ça là, crasé partout. Et Chiang Kai-shek met une dictature sur pied à Taïwan. Et pendant longtemps, les films, non seulement un gouvernement illégal, parce que nous films toujours, et nous pouvons toujours reconnaître One China, nous allons reconnaître Taïwan, mais pendant longtemps, donc, non seulement les films un gouvernement illégitime à Taïwan, qui déclare les gouvernements de la Chine en général, mais en fait, c'est une dictature aussi. Pas qu'il n'y a aucune démocratie.
au fil de bonnes années, un peu en réaction à la Chine aussi, à la Chine continentale, on dire, hein, Taïwan invite une démocratie. Aujourd'hui, c'est vrai, Taïwan a une démocratie, mais c'est une démocratie de l'argent. L'argent joue un rôle extraordinaire dans le système. Mais seulement, il y a une élection, il y a une partie qui gagne, il y a une partie qui forme l'opposition, il y a la liberté de la presse, il y a un judiciaire aussi indépendant que nous sommes capables de trouver d'ici. Moi, donc, je ne sais pas si c'est tout ça là, moi, mais c'est que vous êtes moi, étonné. La Chine là, vous êtes toujours prêt d'être étonné par la Chine. Bon dernier renseignement qui m'ont gagné, y compris par sa nouveau ambassadeur, c'est que la Chine, quand il est politique, il n'a pas 5 ans, il a 5 siècles. Il y a sa quantité de siècles là derrière lui. Donc, et la Chine d'aujourd'hui, il prend la décision qui est une trêve entre Taïwan et la Chine. Plus tard, on va guetter. Mais une trêve. C'est-à-dire la Chine avant. La Chine, par tout côté, il y a un pays qui reconnaît Taïwan. Encore une vingtaine de pays. Beaucoup casse ça, hein? Taïwan fané beaucoup casse. Mais un pays qui encore reconnaît, par exemple, pauvre Haïti, encore reconnaît Taïwan. Swaziland, qui est une dictature l'autre côté dans sa deck là, reconnaît Taïwan. Beaucoup casse pas tasser. Mais la Chine, dans sa sagesse, avec la profondeur de l'histoire, l'Indien trêve. L'Inde décrète une trêve. La Chine arrête, ça y fait ça va un pays à changer. Les hommes conseil ambassadeur, arrête-moi. Ils ont fait une trêve, donc ils n'ont pas pour la guerre en Taïwan pour faire tel pays. Je vous laisse le temps faire. C'est plus que chinois ça. Réfléchir en termes de siècles, en termes de décennies, pour laisser le temps faire ce travail, pour laisser la Chine reprendre son rêve, pour laisser la Renaissance chinoise faire ce travail, et plus tard à guider. Donc, une relation comme ça, un échange inaugmenté, va-et-vient inaugmenté. C'est vrai qu'il y en a une partie qui est beaucoup plus en faveur, bonne relation avec la Chine, à Taïwan, on le dit, hein, qui l'autre là, et ceux qui est au pouvoir, là, il est en faveur. Bonne relation, plus qui l'autre là. Mais en fait, ou pas grave, plus chinois qui chinois, ou pas grave, plus royaliste qui royaliste. La Chine continentale, il discute. Tchombo, une trêve, nous arrêtons la guerre avec Taïwan, laisse le temps faire ce travail. Mais nous pas grave, comme dit qu'on est plus chinois qui chinois. Camarade Paul Béranger, j'ai une petite question pour vous. Oui. C'est des temps dans. Je ne dis pas les zips, hein, je dis la Chine. C'est des temps, nous trouvons une renaissance de la Chine en Afrique. Nous trouvons que beaucoup de pays bien intéressés politiquement et économiquement avec la Chine. Et alors nous trouvons que la Chine même massivement bien investie, que ce soit au niveau politique, bien que ce soit au niveau de l'économie dans l'Afrique, pas juste dans l'Afrique, même dans les champs indiens, nous trouvons bien investi massivement dans Madagascar, dans Seychelles et même dans l'île Maurice. Jusqu'au temps que nous pouvons vivre dans le Mon petit bout servi le mot renaissance. Moi, je vous dire une percée de la Chine. Une présence économique et politique beaucoup plus forte de la Chine en Afrique ces derniers temps. C'est vrai. C'est vrai, et si nous connaissons naviguer, il est dans l'intérêt d'Afrique. Il est dans l'intérêt Maurice. Avant, un pays occidental, un ancien pouvoir colonial qui domine la scène. Mais il est bon qu'il y ait un concurrent. Il y a une bonne quelque chose. Si nous connaissons une contre l'autre, un complémente l'autre, il y a une bonne quelque chose. Mais seulement, ce qui emmerde, c'est qu'il y en a pas mal de pays. Je préfère gagner des affaires avec la Chine plutôt qu'avec un pays européen ou avec les États-Unis. Surtout un pays européen, parce que, surtout européens, je te mettais une condition que je te l'aide économique, etc. Démocratie, droit de l'homme, good governance. Tandis que la Chine, non. La Chine, il vient, il prête casse, il retourne les casse, et aussi, Marie Business importe toute qualité de minerai, toute qualité
quelque chose de rare, fer, l'eau, cuivre, néné. Donc la Chine, il peut quelque chose à faire aussi, hein. Les pays, vie, mais seulement, comme on peut dire, un bon nombre de pays, je préfère gagner affaires avec la Chine parce qu'il n'y a aucune pression en faveur de l'élection free and fair, en faveur des droits de l'homme, etc. Ces derniers temps, il y a une réaction contre ça perce la Chine, là, hein, parce que certains, on va dire la Chine, mais certains disent qu'il en a un peu trop loin, c'est une rentre dans le petit business tout. Dans certains pays, les commerçants chinois, ils rentrent dans le petit business, dans le bazar, mais inévitablement, ils provoquent une réaction. Et la Chine, lui-même, il peut ajuster le tir. Bon, un pays occidental peut taper tam naturellement, impérialiste chinois. Mais tant qu'ils sont petits tout seuls, tout est bon. Normal de tout taper tam. Mais nous seulement, nous, un pays d'Afrique et l'île Maurice, nous connaissons naviguer. Nous connaissons naviguer, nous tirons le meilleur qui nous capable devant un pays occidental, devant un pays européen, mais de la Chine aussi, nous avons une meilleure condition d'aide, nous faisons un meilleur deal qui nous capable de faire, et le reste nous choisir nous-mêmes. Allô, bonjour, camarade Paul, vous là, maintenant, avec les grandes affaires, c'est beau, ça qui va l'apprendre, la Chine démocratie, comme ça là, c'est là, on apprend beaucoup de choses là. J'ai un peu de temps, ça va disposer de nous faire là. Je vous remercie, je dis bravo, félicitations, ça va vous dire, on va terminer, et non, vous allez aussi, vous allez un computer, merci. Il y a encore bon. C'est un voilà encore bon. Mais mon premier ministre, sa prochaine conférence d'Osago, c'est que ça va pour mari passionnant. Et les pour d'épaule, les pour des bouches, l'impasse que nous étions, je vous dis. Je vous dis, anglais réunis, américains réunis, et c'est l'impasse totale, l'Osago, c'est pas sagocien. Donc, je vous donne un rendez-vous pour prochaine computer. Oui, il y a un camarade au fond là-bas. Oui. Vous avez aimé? Camarade Paul, bonsoir. Et bonsoir à tout le monde qui est présent. Moi, je suis intéressé pour connaître quel rôle Mao Tse-tung joué dans le développement de la Chine d'aujourd'hui. Et quelle vision la Chine est dans pour l'Afrique. En tout cas, Mao Tse-tung, il joue un rôle historique en Afrique. Pardon, en Chine. En Afrique, donc il n'y a pas gagné les temps. Mais en Chine, Mao Tse-tung, il jouait un rôle historique. Comment on dit les autres? Finalement, la guerre civile, comme une temps de Chiang Kai-shek versus le Parti communiste de Mao Tse-tung, et les autres. Donc, il jouait un rôle extraordinaire. Mais il y a des doutes qu'il commet l'erreur de dimension historique aussi. Et ces derniers temps, jusqu'à ces derniers temps, c'est une idolâtrie. Mao Tse-tung, j'ai demandé. Mais ces derniers temps, non. Ces derniers temps, il commence à un livre lucide. Ça rejoint ce qu'ils m'ont dit. Bizarre, il y a une lecture de Mao Tse-tung lucide. Pour connaître qu'il a contribué immensément dans l'histoire de la Chine, mais aussi qu'il a l'erreur monumentale qu'il a fait. Mais ce n'est pas tellement le rôle. C'est surtout le rôle de ban chinois. Pour nous, je suggérais qu'il est suffisant, qu'il nous lucide vis-à-vis de Mao Tse-tung, sa contribution dans le passé au développement de la Chine. Après, nous laissons le reste à ban chinois. Oui, sorry. J'appelle Nita là. Bonjour Monsieur le Béranger, bonjour tout le monde. Quand nous étudions la Chine et la démocratie, c'était surtout un peu comme si l'histoire et l'avenir de la démocratie en Chine. Et moi, je pense que c'est plus comme la Chine et la démocratie, mais
démocratie aussi dans le monde. Et mon appréciation, c'est que l'histoire du 21e siècle peut être écrite par un peuple musulman. Surtout cette aspiration démocratique et aussi l'inspiration pour la liberté. Est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous êtes d'accord avec cette appréciation Non, voilà. Premièrement. Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que... quel rôle que la Chine peut jouer là-dedans, quand nous connaissons qu'il y a beaucoup d'intérêts géopolitiques dans le Moyen-Orient, et quel rôle il peut mener dans l'avenir? Je ne suis pas d'accord avec vous, ça va passer. Le printemps arabe, le printemps musulman, grandes affaires. Là, on est d'accord avec vous. Mais c'est pas seulement le monde musulman, le monde arabe, qui est pour extrêmement important. L'Afrique, papa. L'Afrique peut réveiller à ce là et ça débelle bébé qui appelle la Chine, la pena se prend de plus en plus d'importance dans les jours à venir. Donc, ou assessment, le pays musulman, le pays islamique, extrêmement important, oui. Mais pays islamique, pays musulman, la Chine, l'Inde, l'Afrique. Bon, une affaire qui est intéressante, c'est les Nations Unies. Nous, en passant, on peut dire ça, tout le monde connaît qui est le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est lui qui supposé roule le monde. C'est lui qui est littéralement le Conseil de sécurité. Il y a 5 membres permanents, 10 membres qui élus leur rotation, et ça 5 membres permanents là, je tiens un pouvoir de veto. C'est pas pour faire rien en Syrie, c'est parce que l'Union soviétique, voilà. La Russie est un veto dans le Conseil de sécurité. Alors il y a un grand mouvement pour démocratiser, si nous voulons cause démocratie, démocratise les Nations Unies même, démocratise le Conseil de sécurité. Tout le monde d'accord là. Et la Chine. La Chine d'accord. Et vous pouvez être étonné, t'allais là par où un camarade qui sincèrement, qui soulève sa antagoniste Taïwan, la Chine, surtout dans le passé. Et vous pouvez étonner que la Chine, d'accord, qui vise à réforme le Conseil de sécurité et qui vise un membre permanent. Seulement, quand la Chine calait ses Japon, papa, sa qualité massacre qu'ils ont fait en Chine dans le passé, sa qualité massacre que la Chine fait à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale en Chine, le Japon, pardon. Ça a été massacre que le Japon fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. En Chine même, mais pas juste en Chine, dans toute l'Asie. Et ce qui est terrible, c'est que la droite au pouvoir au Japon, jamais fait ce mea culpa, et jusqu'à aujourd'hui, au lieu de faire mea culpa, je fais provocation. Je fais certaines petites choses qui montrent clairement que je ne peux pas reconnaître. Ban crime qui je commettre. Tout ça, la propagande, ça. Alors là, la Chine calée, bien dire. Là, la Chine calée, mauvaise qualité pour que le Japon vienne un membre permanent du Conseil de sécurité. Mais qui fait mon ajout de ça, c'est que quand nous cause démocratisation, ben, nous disons cause démocratisation des Nations Unies aussi, mais c'est un autre sujet. Un dernier. Oui, ici. Si vous gagnez le micro, enfin, vous gagnez concurrent. Alors, dernière question, nous parlons là. Merci à l'actualité, mais vous pouvez vite l'actualité au maximum. C'est pas la Chine qui demandait Kim Jong-un. C'est Ramgoolam, le guide suprême, dans sa sagesse, qui en a insisté avec la Chine venue, prendre sa terrain d'une faille là,
Il arrive ce qui est arrivé. Mais Liban nous rappelle que ce n'est pas la Chine qui nous conduit une chompo. C'est Narendra Moulam. Bon, il arrive ce qui est arrivé, il a dit. Ni comment il était. Nous vigilants, donc on va dire, hein? Nous vigilants, nous pas pour d'accord parce que c'est un patrimoine considérable. Ça a la terre, là, il y a une fortune, ça. Pas juste parce qu'il y a agricole et aujourd'hui il y a une ville commerciale, industrielle, mais il conseille les pauvres. Donc ce potentiel, ce valeur extraordinaire. Nous pas pour d'accord qui peut faire flat. Faire flat, vendre, faire casse, morceler, non. Et nous faire confiance à la Chine, qui est un grand pays, qui n'est pas pour permettre personne de faire sa qualité quelque chose. Et Chine qui sait faire business, brasser, morceler, faire flat, vendre. Moi, je suis convaincu que l'autre intervention, c'est le budget même qui pourra réduire. Ah ben, nous arrêtons quand nous arrivons, quand l'élection arrivait, nous gagnons le gouvernement, mais nous arrêtons quand nous arrivons. Et mon père n'a des doutes, nous mettons la tête ensemble et nous plutôt un chemin de progrès, hein, une utilisation d'une faille, pardon, qui est dans l'intérêt tout du monde. Mon père n'a pas grave. Ok, laissons alors là. Donc pour aujourd'hui, merci Robert, merci Mutualité pour lui. Rendez-vous dans X semaines. Ça voilà, l'eau Chagos et